Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos de Insane Academy sur l'oreille. On va voir l'oreille moyenne. Donc l'oreille moyenne est l'appareil de transmission et d'adaptation aux vibrations sonores. Elle est séparée de l'oreille externe par la membrane tympanique. L'oreille moyenne est constituée de la caisse du tympan, ou bien la cavité tympanique, la chaîne ossiculaire qui comporte 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier, la trompe d'Eustache qui la relie avec le nasopharynx, les annexes mastoïdiennes à l'intérieur du processus mastoïde de l'os temporal. Donc, le tympan reçoit les vibrations sonores, il vibre et mène à une cascade de vibrations dans l'oreille moyenne. Au niveau de la chaîne ossiculaire, en transmettant cette énergie vers l'oreille interne. Voyons maintenant le tympan. Le tympan est une membrane semi-transparente qui sépare l'oreille moyenne et externe. Elle est constituée de 2 parties. La pars tensa, qui est quasi-circulaire, résistante et épaisse. Histologiquement, elle est faite d'un tissu conjonctif dense avec des fibres circulaires internes et des fibres radiaires externes. Elle est recouverte médialement par une fine muqueuse et latéralement d'une fine peau irriguée par des petits vaisseaux et innervée par des nerfs sensitifs. La pars flaccida, qui est triangulaire, est détendue parce qu'elle est dépourvue de la couche fibreuse intermédiaire qu'on la trouve dans la pars tensa. À la face latérale, dans l'examen otoscopique, le tympan paraît concave. À son centre lombilique, la strimalière, qui répond au manche du marteau, l'osselet le plus latéral solidaire à la membrane, la proéminence maliaire qui répond au processus latéral du marteau. On distingue la réflexion de la lumière sur un triangle de sommet ombilical, le triangle de Politzer. La caisse du tympan est une cavité située dans le rocher, bien la partie pétreuse de l'os temporal. Elle a la forme d'une lentille biconcave et elle est divisée en 3 parties. La région tympanique, au milieu, qui est en regard du tympan, le récessus épitympanique au-dessus et le récessus hypotympanique au-dessous. Elle communique avec la trompe d'Eustache et les cavités mastoïdiennes. Les structures à l'intérieur de la caisse du tympan, les osselets, les ligaments et les muscles, sont toutes recouvertes d'une muqueuse. Si nous décrivons la caisse du tympan comme étant un cube, ses parois seront premièrement la paroi supérieure ou bien la paroi tegmentale qui est mince et osseuse et qu'on l'appelle aussi le tegment tympani. Donc tegment en latin veut dire une couverture. Elle répond à la suture pétrosquameuse de l'os temporal et plus profondément, elle répond au méninge et au lobe temporal du cerveau. La paroi inférieure ou bien la paroi jugulaire, elle est aussi mince et répond à la veine jugulaire interne. La paroi antérieure, elle répond au canal carotidien, la carotide interne et son plexus tympanique. Elle présente le foramen de la trompe auditive d'Eustache. La paroi postérieure, elle répond aux cellules aériennes du processus mastoïdien. Elle présente au niveau de récessus épitympanique l'adétus ad antrum. Adétus en latin veut dire ouverture et qui fait communiquer la caisse du tympan aux cellules aériennes du processus mastoïde. La paroi interne ou bien la paroi labyrinthique, elle présente le promontoire qui est une saillie due à la base de la cochlée, le premier tour de la cochlée, et qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On trouve aussi la fenêtre ovale, bien la fenêtre vestibulaire qui correspond à l'insertion de la base du stapes, la fenêtre ronde ou bien la fenêtre cochléaire qui est obturée par une membrane qu'on l'appelle la membrane tympanique secondaire. La paroi externe présente essentiellement le tympan fixé par l'anneau fibrocartilagineux de Gerlach sur son cadre osseux. La chaîne ossiculaire constituée de 3 osselets qui sont les plus petits du corps humain. Ils sont mobilisés par 2 muscles et présentent 3 articulations.
Ils sont suspendus dans la cavité tympanique via plusieurs ligaments. Tout ceci est recouvert d'une muqueuse. Le marteau, ou bien le malleus, c'est l'os le plus latéral. Il présente une tête arrondie et une surface articulaire en selle. Il présente un col, répond à la pars flaccida, dont détache le processus antérieur, et un manche qui est solidaire au tympan et dont détache le processus latéral. L'enclume ou bien l'incus, c'est l'os intermédiaire. Il présente un corps avec une surface articulaire en selle. En arrière se détache la branche courte et en bas se détache la branche longue qui est parallèle aux manches du malleus et qui s'incurve en bas et médialement pour s'articuler avec la tête du stapes par une surface excavée, le processus lenticulaire. L'étrier ou bien le stapes est l'os le plus interne. Il présente une tête articulaire avec l'incus, un col, deux branches antérieures et postérieures qui délimitent l'arc stapédien. Ces deux branches sont reliées par la membrane du stapes. Et finalement, la base ovalaire qui s'insère au niveau de la fenêtre ovale et exerce avec chaque vibration une pression sur la fenêtre ovale. La chaîne ossiculaire présente trois articulations. On a l'articulation incudo-malléaire entre l'incus et le malleus, qui est une articulation en selle, l'articulation incudo-stapédienne entre l'incus et le stapes, qui est une articulation sphéroïde, et l'articulation tympano-stapédienne entre la base du stapes et la fenêtre vestibulaire, qui est une syndesmos. Donc, cette chaîne des osselets transmet les vibrations depuis la membrane jusqu'à la fenêtre ovale. Le rapport de la surface entre la membrane et la base du stapes permet d'intensifier la pression. Imaginons le cas si les vibrations sonores touchent directement la fenêtre ovale. Donc, la pression à l'intérieur des milieux liquidiens de l'oreille interne sera beaucoup plus moindre. Pour les muscles de l'oreille moyenne, on a dit au premier temps que l'oreille moyenne est l'appareil de transmission. Donc, on a vu déjà le mécanisme de transmission, mais on a dit aussi que c'est l'appareil de l'adaptation. Donc, cette adaptation est achevée par des muscles. Ce que font ces muscles, c'est de se contracter de façon réflexe, en réponse à l'intensité du son, et de contrôler l'amplitude des mouvements de la chaîne ossiculaire. On peut constater ce phénomène lorsqu'on se trouve dans un milieu bruyant et on se sent une diminution de notre capacité à entendre. Donc, cette contraction est pour la fin de protéger l'oreille des sons intenses. Donc, les deux muscles sont le muscle stapédien, innervé par le nerf facial. Il naît de la paroi postérieure de la caisse dans une proéminence qui s'appelle la proéminence pyramidale et s'attache sur le col du stapes. En se contractant, il réduit les vibrations du stapes. Le deuxième muscle est le tensor tympani, innervé par la branche mandibulaire du nerf trijumeau, le V3. Il naît de la partie cartilagineuse de la trompe auditive et de la grande aile du sphénoïde. Il se termine sur le manche du malleus. Il attire le manche et ajuste la tension de la membrane tympanique. Voyons maintenant la trompe d'Eustache. Donc, la trompe d'Eustache est la cheminée d'aération de l'oreille moyenne. Elle est fibrocartilagineuse et osseuse et elle s'ouvre dans le nasopharynx. Elle est béante lors de la déglutition et du bâillement par l'action des deux muscles, le tenseur et l'élévateur du voile du palais. La trompe est courte et horizontale chez l'enfant, ce qui est la cause d'une prévalence plus élevée de l'otite moyenne, qui est l'infection de l'oreille moyenne, transmise depuis le nez ou bien la bouche. Les annexes mastoïdiennes sont des cavités creusées au sein du processus mastoïdien. La plus volumineuse entre elles est l'entremastoïdien,
qui est d'un volume légèrement plus petit que celui de la caisse du tympan. Les autres cavités environnantes peuvent communiquer avec l'entromastoïdien. En hypothèse, on dit que les cellules mastoïdiennes protègent l'os temporal, l'oreille moyenne et l'oreille interne des traumatismes et elles règlent la pression de l'air. Donc, en résumé, lorsqu'une onde sonore frappe le tympan, la membrane est fléchie, ce mouvement se transmet au malleus, à l'incus et finalement à l'étrier. Et le mouvement de l'étrier entraîne une pression dans la fenêtre ovale, créant des ondes dans les fluides de l'oreille interne. Les phénomènes qui suivent au niveau de l'oreille interne et au cerveau aboutissent à la perception des ondes sonores. Et dans la prochaine vidéo du Insane Academy, on va voir plus ces détails.